les chars de Dieu, etc. et qui sont installés au Cameroun, je parle ici du Portugal, les Camerounais vivaient en communauté. Les amis, avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de faire le plus important. Abonnez-vous, likez, commentez, activez la cloche de notification. Si tu aimes tout ce qui tourne autour du débat, des lifestyles, des grammaires, alors tu es à la bonne page. Bon visionnage. Je ne vais pas rentrer dans les ramifications. Avant que le Cameroun ne soit connu, dans les années 1400, par ce qu'on appelait les Portugais, Fernando Po, et tous ceux qui ont découvert les chars de Dieu, etc., et qui sont installés au Cameroun, je parle ici du Portugal, les Camerounais vivaient en communauté. C'est-à-dire quand vous arrivez en pays Bamileke, ou si vous voulez, chez les Semi-Bantous, il y avait une organisation qui était faite, où il y avait un chef, avec ses 9 notables, et il y avait ses sujets. Il y avait une organisation sociale. Il y avait une justice dans chaque chefferie. Il y avait une justice dans chaque village. Et chacun connaissait ses limites, fondamentalement. C'est que lorsque vous remontiez dans la zone sahélienne, il y avait des lamidos qui avaient une organisation autour d'eux. Et ces lamidos, à leur côté, tenaient effectivement une organisation de leur contrée, ou de leur village, ou de leur domaine, avec leur peuple. Je voudrais vous inviter aujourd'hui, par exemple, à aller dans le Nord Cameroun, l'extrême-nord, à Garaboulaye, pour comprendre exactement comment est-ce que le lamido de Rebouba, lui, fonctionne là-bas. Taguez-moi tous les sardinards, taguez-moi tous les gens du RDPC, taguez-me-les, partagez le live à chacun d'entre eux. Vous leur dites qu'on va se blesser ce matin. Les origines du tribalisme au Cameroun, entretenues par le régime de Paul Barthélemy Diaby pendant 43 ans, qui est sa chose fondamentale. Remontons sur Pour le libéralisme communautaire. Commençons par ce livre-là. Pour le libéralisme communautaire. Je parle du fait que je vous présente le livre de Paul Biya, écrit par Patrice Ngatko et Evembe, il s'appelle comment Evembe? Ils sont deux personnes qui écrivent ce livre-là. Alors, pour le libéralisme communautaire, en réalité, est un livre qui est à la base du tribalisme au Cameroun, entretenu par quelqu'un dont on a fait savoir que c'est son projet de société. Un homme qui arrive en 84, en 82, autant pour moi, avec pour ouvrage, pour le libéralisme communautaire. On parle de communauté. Ça veut dire en réalité que les communautés ne sont pas libres, et il faut bien sûr les libérer entre elles. Et entre autres, ce qui se constate en 43 ans, c'est qu'il y a une communauté de mangeurs et une communauté justement de misérables. Pour le libéralisme communautaire, la communauté effectivement de ceux que j'ai dit tout à l'heure. Remontons bien sûr les éléments du tribalisme. En 1911, les Allemands au Cameroun se sont confrontés à la guerre avec les pays Bamileke. La guerre était tellement difficile que pour assujettir les Bamileke, l'Allemagne devait tout faire. Et ils se sont rendus compte que c'était un peuple qui connaissait faire la guerre. Ils se sont rendus compte que c'était un peuple qui savait justement se défendre. Ils se sont rendus compte que c'est un peuple qui savait justement, par ses méthodes, lutter. Et ce peuple fabriquait déjà des armes à feu. L'Allemagne en 1911 s'était engagée à éradiquer de la carte de la terre le pays Bamileke. Dans les mêmes méthodes impérialistes. Cette Allemagne-là a commencé ce qu'on appelle la diabolisation du pays Bamileke. Parce qu'il fallait absolument diaboliser les autres. Et ne pas laisser comprendre au reste du pays, pour ceux qui n'avaient pas des armes à feu, qu'il ne faut pas se mettre du côté de ces gens-là. Il faut tout faire pour s'écarter de ces gens, parce qu'ils sont extrêmement dangereux. 1911. Les historiens ici ne me démentiront pas. Si je me trompe, venez justement nous dire que je suis en train de me tromper. 1911. Et dans la même veine, ils se sont battus, mais ils n'ont pas pu. Jusqu'à ce que la Première Guerre mondiale arrive en 1914, c'est-à-dire 3 ans après. Et jusqu'en 1918, l'Allemagne est obligée de partir du Cameroun parce que chassée par les alliés de la Première Guerre mondiale, à savoir la France et la Grande-Bretagne. Non seulement ces deux alliés vont se partager le gâteau Cameroun, où la Grande-Bretagne va prendre un morceau du Southern Cameroun, du Northern Cameroun, et la France prendra le reste. C'est-à-dire qu'un peu plus de 70%, bien évidemment, du Cameroun, et l'Angleterre prendra un petit morceau. C'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le nord-ouest, le sud-ouest Cameroun, mais qui est un peu plus grand que ça, sous l'époque allemande. Alors il se trouve que la France sauvage, la France impérialiste, la France pernicieuse, la France dangereuse, la France sataniste, la France qui n'a rien d'une France normale, s'est donc engagée à faire au niveau du Cameroun une sorte c'est-à-dire d'entrée en politique. La France va renforcer ce qu'on appelle le travail forcé. Et la France justement arrivera et saura qu'il y a un peuple au Cameroun qui s'est fait la guerre, c'est le peuple Bamileke. Et la France arrivant, sachant exactement quelles sont les forces de ce peuple Bamileke là,
va rentrer dans les mêmes velléités que l'Allemagne, que la France a chassé, pour continuer la diabolisation du peuple bamileke. Et dans cette diabolisation du peuple bamileke, les choses iront bon train. Peut-être le peuple bamileke sera très calme, on ne parlera pas, on continuera à faire ce qu'on sait faire. C'est des travailleurs, c'est des gens qui ont la culture du grenier, j'insiste là-dessus. La culture du grenier veut dire que l'on cultive, on récolte, on mange une quantité, on garde l'autre, on garde les semences et on pense au lendemain difficile, où il y aura la disette. On se demande qu'est-ce qu'on fait que ces temps seront difficiles. C'est pourquoi on parle de la culture du grenier, la culture de l'économie, la culture de savoir garder, la culture de ne pas tout manger, la culture de ne pas penser, de tu demander demain ressemblera à quoi. La culture du lendemain qui est sombre. Cette culture est une culture profonde au peuple bamileke. Je voudrais rappeler ici que l'Allemagne est arrivée et s'est rendu compte que le peuple bamileke avait une chose que d'autres n'avaient pas. Le peuple bamileke maîtrisait son anthropologie. Le peuple bamileke connaissait les relations profondes avec ses ancêtres sur le plan spirituel. Le peuple bamileke connaissait fondamentalement qu'est-ce qu'il y avait lieu de faire pour lutter contre les ennemis. Et aujourd'hui, les bamileke pouvaient simplement, jusqu'aujourd'hui, moi-même qui vous parle que je suis bamileke, ils pouvaient vous donner les noms de leurs ancêtres sur 4 générations. Lorsqu'un peuple maîtrise ça, lorsqu'un peuple connaît ça, pour chaque enfant, pour chaque individu, on lui dit, voici ton père, voici ta mère, voici le père de ton père, voici le père de ta mère, voici le père de ta mère, voici la mère de ta mère, voici les ancêtres. Il remonte comme ça sur 4 générations. En pays bamileke, jusqu'aujourd'hui on le fait. Moi j'en suis une preuve vivante. Je suis une preuve vivante du fait que je peux remonter. Et les Allemands se sont rendus compte que ce peuple qui maîtrise son passé, connaît son histoire, est un peuple dangereux. Il faut absolument le désosser de ça. Et c'est ce qui va donc pousser les Allemands. En 1890, passé en 1885, ils vont faire ce qu'on appelle la razzia de l'église catholique au Cameroun. Monseigneur Vieter arrivera bien sûr au Cameroun. Et dans ses manuscrits, il va falloir qu'on lui dise, faites tout pour travestir les peuples du Cameroun, notamment les pays bamileke, pour que ces pays bamileke-là oublient leur spiritualité. Et le projet est bel et bien libellé. Monseigneur Vieter va avancer avec l'église, parce que lui, il est prêté par le temps, envoyé par Otto von Bismarck, et qui rentre bien sûr au Cameroun. Au fur et à mesure, ils vont convertir jusqu'au niveau du Nord Cameroun. Lorsque la France prendra le Cameroun, dès 1918, la France va continuer avec le travail forcé. Le peuple camerounais va se dresser contre la France sur plusieurs faits. D'abord, on ne veut pas de la France. La France, sachant effectivement que, pour elle, le Cameroun est un acquis de la Première Guerre mondiale, c'est un butin de la Première Guerre mondiale arraché à l'Allemagne, la France pensera qu'il n'est pas question pour elle de laisser le Cameroun et tout faire pour pouvoir maintenir le Cameroun dans sa posture de pays dominé, esclavagisé, impérialisé par, on va dire, une horde occidentale. Et dans cette même lancée aujourd'hui, qu'est-ce qui va donc se passer, mes amis? Il y aura des successions de grèves. Il y aura des successions de grèves et les Camerounais vont dire, nous ne voulons plus de la France chez nous. C'est comme ça que dans les années 35, 37, je pense bien, ici à Douala, moi je parle ici à Douala, il y a eu une grève des cheminots. L'armée coloniale française a massacré des centaines de milliers de Camerounais. L'armée coloniale française, c'est consigné. Ils vous disent qu'ils connaissent l'histoire, ils vous disent qu'on va rassembler des gens qui vont venir écrire l'histoire du Cameroun, c'est des faussaires. L'armée coloniale française a massacré, des centaines de milliers de Camerounais qui grévaient pour 1, des conditions de vie. 2, les paiements qui ne tenaient pas. 3, parce qu'ils se dressaient contre le travail forcé. Voilà effectivement comment ça se passe au niveau de Douala. Jusqu'en 1933, où la France se rend compte qu'elle est détestée sur le sol camerounais, parce que nous on est des guerriers. Les seuls peuples en Afrique qui ont fait la guerre contre la France, il y a le Cameroun et l'Algérie. La France se rend compte qu'on est dressé contre elle. Va commencer à dire, il faut que nous replions et que nous formons une caste de Camerounais qui devrait gérer le Cameroun comme nous voulons, nous Français, et suivre les injonctions qui sont les nôtres. Voilà comment, à partir de 1933, on fera venir au Cameroun un homme qu'on appelle Louis-Paul Ojula. Premièrement, c'est un homosexuel. C'est très important de le mentionner. Deuxièmement, il est dans les loges maçonniques et rosicruciennes au niveau de la France. C'est important de le mentionner. Troisièmement, il est médecin. Il est non seulement enfant français, et puis il aurait même des filiations algériennes. C'est lui qu'on envoie au Cameroun comme étant l'émissaire de la France au Cameroun pour une seule mission. Chercher des jeunes Camerounais qui seront dociles et qui accepteront exactement de faire ce qu'elle a de faire
pour être coopté dans l'administration, afin que la France se retire et lègue au Cameroun une administration pensée par cette France-là, mais des blancs à la peau noire qui dirigeront le Cameroun. Lui, Paul Ojula, va le faire. Juste en 1945, où on va lui rappeler effectivement qu'il risque de ne plus continuer sa mission au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'en 1948, il y a, ici à Douala, des jeunes qui s'essayent, parmi lesquels les Oumniobé. Oumniobé d'ailleurs qui est un ancien instituteur, qui maîtrise les problèmes du Cameroun, qui maîtrise le droit international, avec des jeunes Camerounais issus de toutes les localités du Cameroun. Il n'y avait pas d'enfant du Cameroun qu'on dirait qu'il est issu d'ici. Au sein de Afana, par exemple, c'est un enfant du centre. Moumia, c'est un enfant venu des pays Bamoun. Ernest Ouangui, c'est un enfant venu de Bangou. Oumniobé, c'est un enfant venu de la Salaga maritime. Ils sont tellement nombreux qui ont compris qu'il fallait se mettre ensemble pour créer en 1948 le premier parti politique du Cameroun qu'on appelait l'UPC. Non seulement ils ont créé l'UPC en 1948, le même lui, Paul Ojula, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, Paul Ojula, se rendant compte que l'UPC des temps anciens, qui est le MRC des temps nouveaux, avait l'adhésion de tout le peuple camerounais. Qu'est-ce qu'il fallait donc faire? Il fallait créer un parti politique qui viendrait justement mettre en main les Camerounais et créer le schisme en politique. C'est le seul lui, Paul Ojula, qui en 1950 va créer exactement ce qu'on appelle le Bloc démocratique camerounais, le BDC, qui est l'ancêtre du parti qu'on appelle l'UC. Parce que le même lui, Paul Ojula, va créer l'UC. Et comme lui, il a pour mission de choisir les enfants du Cameroun qui doivent diriger le Cameroun au nom de la France, c'est comme ça qu'il crée l'UC. Et à la tête de l'UC, il met un homme qu'on appelle André-Marie Mbida. Il met à la tête de l'UC un homme qu'on appelle André-Marie Mbida. Et il est le président de ce parti politique. Parce qu'il se rend compte que lui, Paul Ojula et son parti politique, ça ne prospère pas. Il a l'argent du Cameroun. Il a l'armée coloniale. Il a les médias. Il a tout exactement comme le RDPC aujourd'hui. Mais il ne prospère pas sur le terrain. Alors, il faut donc créer des petits partis politiques autour du BDC pour tenter effectivement d'évincer l'UPC, ce qui ne marchera pas. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Écoutez très bien les amis, partagez-moi ce live. Partagez le live. Parce que moi je vois des gens ici sur les réseaux sociaux prendre la parole, verser dans des choses incroyables, alors qu'au fond, ils ne savent pas ce qui se passe. Lorsque lui, Paul Ojula, lance cette initiative, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il se rend compte que ces enfants sont dans un bloc. Ils sont solidaires parce que l'UPC a fait, c'est-à-dire que tout le Cameroun ne parle que UPC. Tout le Cameroun tient la voix de l'UPC. Tout le peuple camerounais donne raison à l'UPC. Pourquoi? Parce que chaque composante de chaque localité, de chaque région était dans l'UPC. C'était une affaire du peuple camerounais. Et le message que l'UPC transmettait, et la guerre que menait l'UPC, était une guerre d'abord où il fallait tout faire pour que les Camerounais comprennent qu'en face ils ont un ennemi qui s'appelle la France coloniale. Donc le problème des Camerounais depuis 1918, c'est de chasser la France du Cameroun. Voilà le premier problème. La France maintenant se rend compte que dans nos consignes impérialistes de la charte de l'impérialisme, dans les dispositions générales, le premier point, c'est diviser pour mieux régner. Et c'est comme ça donc que la France va concevoir des questions de tribalisme. Et permanemment, on sortira des gars comme André-Marie Mbida, qui ira dire des discours en pays Bassa, qui ira dire des discours dans notre localité du Cameroun, pour dresser les autres localités du Cameroun contre d'autres compatriotes camerounais issus de différentes localités, en disant que ceux qui font la guerre ne sont pas des Camerounais et il faut vous dresser contre eux. André-Marie Mbida, je ne vais pas dire perdre son âme, c'est exactement qu'il a joué le mauvais jeu. Mais seulement, progressant, il s'est rendu compte que le chantier français n'était pas un bon chantier pour lui. C'est comme ça qu'un diablotin né, un enfant peul de ce pays, méchant dans l'âme, prêt à verser le sang, capable de tout faire pour saluer les engagements des impérialistes. Il s'appelle Amadou Ahidjo, acceptera de jouer le jeu et on va dégager André-Marie Mbida de la tête de l'Union camerounaise pour placer Amadou Ahidjo, qui était le vice-président, comme président de l'Union camerounaise. Voilà comment, avec Mesmer, Amadou Ahidjo va s'arranger effectivement à rendre possible les ambitions de la France. Permettez-moi de vous rappeler que lorsque lui, Paul Ojula, a été mis de côté, la France a envoyé au Cameroun un homme qu'on appelle Roland Pré, revenant de la guerre d'Indochine, où la France a perdu la guerre d'Indochine. Pour Roland Pré, il n'est pas possible que la France se perde le Cameroun. Il faut massacrer les Camerounais de la façon la plus sauvage qui soit, pour pouvoir avoir une mainmise coloniale sur le Cameroun. Voilà la disposition réelle de l'histoire du Cameroun.